Parfait. Allez, à tout à l'heure.
Bon, alors messieurs, nous allons reprendre. Alors, j'aimerais tout d'abord, bon, on va revenir avec la matière où on était arrivé. On parlait des tableaux. Et nécessairement, lorsqu'on parle de tableaux, on doit parler de mémoire. On parle de mémoire parce que nous allons manipuler donc des zones de mémoire quelque part et cette manipulation, je veux dire, il y a des choses à comprendre pour voir qu'est-ce qu'on est en train réellement de manipuler. Alors, avant de retourner dans les tableaux, j'aimerais qu'on discute de la mémoire. Bon, la mémoire en tant que telle, je vais aller vous faire une petite présentation. On va voir comment la mémoire physique, comment l'ordinateur va l'utiliser lorsqu'il exécute un programme. Et là, il y a des choses à comprendre. Alors, n'hésitez pas à poser des questions parce que si vous ne comprenez rien, bien, ça va être très difficile pour vous d'aller aborder certains termes, certaines parties plus techniques du programme d'études. Alors, on va aller regarder ça tout de suite. On va aller se faire un beau petit schéma, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut. Bon. Alors, si nous regardons en tant que tel la mémoire, vous pouvez la voir comme un ensemble de cases, si on veut. Elle va s'exprimer ainsi. Imaginez une espèce d'entrepôt dans votre ordinateur avec des petits casiers. Chaque casier porte un numéro et ce numéro est ce qu'on appellera son adresse. Okay. La mémoire physique de votre ordinateur, donc, est accessible comme ça. Alors, je connais par exemple l'adresse 1000, je demande à l'ordinateur, ramène-moi ce qu'il y a à l'adresse 1000 et il va me ramener l'information qui est à cette adresse-là. Ici, je ne vais pas aller plus loin sur cette notion de case et d'adresse. Je simplifie les choses en disant une case mémoire peut contenir une information, mais dans les faits, des fois, une information simple peut entrer dans une case mémoire, puis une information plus compliquée pourrait prendre plusieurs cases mémoire. OK? Alors donc, ici, on va s'imaginer qu'une information dans une case, ça va être correct. Alors, imaginons, on a donc un ensemble de cases mémoire. On va dire qu'on en a 1 million. OK? C'est pas vrai, vous en avez beaucoup plus que ça dans vos ordinateurs. Mais, on va dire qu'on a 1 million de cases. Parfait. 1 million de cases, et là, on dit au programme, ben voici ton million de cases, arrange-toi avec tes troubles. Alors, quand le programme entre en exécution, l'ordinateur lui donne un paquet de mémoire avec laquelle il va devoir se débrouiller. Alors, on va dire qu'il lui donne 1 million de cases. Il dit, tiens, dépense ça si tu veux. Là. Comment est-ce que l'ordinateur, comment est-ce que le programme va la gérer? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bon. Alors, tout d'abord, lorsqu'on a ici ce montant de mémoire qui est donné au programme, la mémoire, l'ordinateur, finalement, va la segmenter justement en segments, en morceaux de mémoire qui vont avoir des fonctions. Nous, on va s'intéresser aux deux segments principaux que va utiliser un programme lorsqu'il s'exécute. Bon. Là encore, c'est vrai que je vais simplifier des choses, mais ce que je vais vous dire est vrai. C'est simplement que des fois, on pourrait avoir des détails techniques plus compliqués. Donc, si vous avez quelqu'un qui est un ingénieur en informatique à la maison, il va me dire, il dit des mensonges. Je ne dis pas des mensonges. Je simplifie un petit peu certaines petites choses, mais ça va arriver pendant la leçon. Alors, c'est quoi mes deux segments de mémoire importants? Bon, je vais poser mon écouteur. Mes deux segments de mémoire importants sont ce qu'on appelle la pile et ce qu'on appelle le top. En anglais, on dit stack pour la pile et heap pour le top. Alors, la pile, qu'est-ce que c'est? Bien, imaginez-la. Justement, on va la symboliser sous la forme de quelque chose de vertical et qui contient une série de cases. OK.
Lui, on va dire que ce segment-là occupe une portion de la mémoire. Tenez, je vais lui dire, tiens, je vais lui donner des adresses de 0 à 1000. Alors, l'adresse 0, ça va être tout en bas. Là, ça va être l'adresse 1, là, ça va être l'adresse 2, là, ça va être l'adresse 3, là, ça va être l'adresse 4, 5, 6, 7, jusqu'à 1000. Jusqu'à 999. Alors, j'ai dit qu'il y avait 1000 cases, puis je suis parti à 1000. OK. Ça, c'est la pile. La pile, on va voir que ça va être la mémoire de travail de notre programme. C'est le segment de mémoire qui va être le plus utilisé pour différentes activités de mécanique de mon programme. Et de l'autre côté, je vais avoir, bien là, j'en ai 1 million de cases, j'en ai pris 1000 pour la pile. Bien là, il m'en reste tout le reste, c'est le tas. Alors, le tas, là, je vais le symboliser comme ça. Un énorme paquet de mémoire avec beaucoup de place pour travailler. Bon. Sur le tas, je vais aller entreposer les données qui sont les plus grosses, donc utilise mon programme. Je vais symboliser donc, par exemple, ici, quand je parle des tableaux, bien, dans nos langages, le tableau, c'est gros parce que je pourrais, par exemple, avoir un tableau de 1000 entiers ou un tableau de 100 000 flottes. Bien, ça, il faut que je n'ai pas la place pour le mettre sur la pile. Hein? Parce que si j'essaye, par exemple, j'ai une pile qui a, mettons, 1000 cases et que j'essaye de dire, je vais mettre un tableau de 100 000 flottes, ça ne rentre pas. C'est trop petit. Donc, quand on a besoin de beaucoup de place, de beaucoup de mémoire, le programme va utiliser le tas. Donc, ici, c'est la pile. Ou la stack en anglais. Et ici, c'est le tas. Le heap en anglais. Bon. Qu'est-ce qui arrive sur la pile? Bon. Imaginons que j'ai un petit programme comme d'habitude. Alors là, on va regarder un petit programme rapidement. Imaginons que, je vais l'afficher à l'écran, mon petit programme. Rapidement. Oups. Alors, regardons ce petit programme-là, ici, qui est à ma droite. Alors, ici, ce qu'on a, c'est un programme, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, j'ai l'impression que non. Alors, je suis désolé. Alors, donc, je vais simplement le lire dans ce cas-là. Ce qu'on a, c'est, on a le main. Et dans le main, j'ai besoin d'une variable que je vais appeler ça. OK. Alors, ma variable somme, bon, ben, je vais la créer où? Je vais la créer ici. Alors, c'est la première variable de mon programme. Elle va donc être en bas dans ma pile. Alors ici, je vais avoir ma variable somme qui va être là. OK. Ma variable somme, donc, va me permettre de contenir la valeur qui va être là. Alors, mettons que ici, je mets la valeur 1 dans ma somme, mais je mettrai un 1 ici. OK. Ensuite, bon, là, mon programme, on pourrait voir que je vais faire appel à une fonction. Mettons que j'appelle la fonction calculer somme. Bien, la fonction calculer somme va s'exécuter et aller utiliser les cases qui sont au-dessus. Et ainsi de suite. Alors, si calculer, donc, on va empiler les valeurs utilisées.
Puis quand calculer somme va être fini, bien, ça va automatiquement libérer la mémoire et on va revenir dans mon main. Alors, si on veut, on va voir que son s'empiler, par exemple, ici, ça serait le main qui utiliserait cette zone-là. Et au-dessus, bien, ça pourrait calculer ça. Et ainsi de suite. Donc, ici, ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on appelle une mémoire de travail. Alors là, je vais essayer de vous faire voir ça autrement parce qu'on ne voit rien à mon écran. Je vais donc éteindre ça. Et on va plutôt faire une simulation. Alors, imaginons que j'écrive mon programme. Statique main, void main. Qu'importe ce qu'il y a ici. Et là, ici, j'écris somme, int somme égale 0, point virgule. Et là, je dis somme est égale à calculer somme. Oups. 5. Et là, il se passerait d'autres choses dans mon main, c'est pas important. Et là, j'ai calculé somme, statique, int, calculer somme de int nb. Et là, j'écrirais, par exemple, tout simplement return nb plus n. En fait, non. Excusez-moi. int nb int nb au carré est égal à nb fois nb et finalement return nb au carré. Bon, en faisant un programme comme celui-là, ce qui va se produire, c'est que dès le départ, lui, il va dire dans le main, « Ah, j'ai besoin d'une variable somme qui va contenir la valeur 0. » Alors, il regarde quelle est la première valeur disponible dans ma pile, et c'est toujours en partant du bas. Il dit, c'est celle-là. Je vais donc dire que ma somme va être ici, et je vais mettre la valeur 0. Après ça, deuxième instruction. Ah, on appelle cette valeur-là, calculer somme, en lui envoyant la valeur 5. La valeur 5, elle appartient ici à mon programme main, encore une fois. Je l'empile et on fait appel à calculer somme. Calculer somme, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va aller ramasser cette valeur-là, de 5, et il s'exécute en disant « J'ai besoin d'une variable NB ». NB, c'est quoi? On dit que c'est la valeur NB, c'est celle-là, ici, fois elle-même. Donc, tout d'un coup, ça devient à 25. On arrive ici, on dit retourne NB. Bien là, à ce moment-là, la valeur va être retournée
et tranquillement, lui va le recevoir et ben, on se ramasse avec notre 25 ici. Bon. On vient de voir que j'ai monté dans ma pile au fur et à mesure que mes instructions s'exécutaient et quand les fonctions finissent, je redescends. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une pile, parce que les actions s'empilent et se dépilent naturellement. C'est ce qu'on appelle la variable de travail. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je mets sur ma pile? Alors là, je vais vous amener voir un autre petit truc qu'on va se partager et qu'on va s'expliquer. Alors, c'est un document. Donc, c'est un document que vous allez trouver sur le site Moodle dans la section 10, le module 10. Alors, on va aller regarder. C'est l'utilisation de la pile lors de l'exécution. Alors, je le partage tout simplement, puis on va aller l'étudier. Alors, regardons ce document. Ce qu'on nous dit, c'est j'ai représenté la pile ici. Alors, on voit que ma pile, donc, c'est on peut la symboliser comme vraiment une suite de cases. Le début de ma pile est tout en bas, comme je l'ai représenté. Chaque case mémoire possède une adresse. Ici, j'ai représenté l'adresse en hexadécimal, parce que c'est habituellement comme ça qu'on le fait en informatique. Mais on aurait pu simplifier les choses en mettant ça en décimal. Mais dans la réalité, on utilise la notion d'hexadécimal. Bon. Ici, le pointeur, ce qui est symbolisé par la petite flèche rouge, représente l'endroit où sera la prochaine case à utiliser. Alors, normalement, avant que mon programme s'exécute, ça serait au début, tout en bas de la pile. Bon. Alors, regardons, ici, je donne un exemple d'un bout de code qui n'est pas génial. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors là, je vous demande d'être attentif. Qu'est-ce que vous voyez de ce bout de code-là? La fonction calculer somme s'appelle elle-même, donc il y a la récursion sans que ça puisse s'arrêter. Voilà. Ça, ici, on a un phénomène, tu l'as bien ciblé, le phénomène de récursivité. Le phénomène de récursivité, je sais que vos profs de maths, je crois, vous en ont parlé de la récursivité. Est-ce que je me trompe? Je me trompe, apparemment. En maths discrète, ils ne vous ont pas parlé de récursivité jusqu'à présent? De mémoire, non. De mémoire, non. OK, bien parfait. Parce que les profs de maths aiment beaucoup la récursivité parce que ça simplifie les algorithmes. Mais le problème de la récursivité, on va le voir maintenant, c'est que c'est une belle source de problèmes. Alors, la récursivité, ici, on va s'imaginer, regardez ce qui se produit. On symbolise ici que la mémoire de la pile est une mémoire qui est limitée. Limitée parce qu'on lui a dit, on te donne un petit espace de travail que tu vas bien utiliser, mais évidemment, il y a la possibilité que la pile, on est capable de la faire sauter. Alors, ici, c'est un exemple où justement, ce qu'on a, c'est que notre pile, on a ajouté des éléments et ils se sont empilés comme on a fait au tableau. Et à chaque fois que j'appelais calculer somme, il y avait de nouvelles cases qui s'ajoutaient sur le dessus de ma pile. Alors, si vous prenez ce petit programme-là et que vous le testez, vous allez être extrêmement déçu du résultat parce que votre ordinateur va planter. En fait, l'ordinateur. Le programme va planter et il va vous donner une magnifique erreur d'exécution. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va être capable ici
de faire avec ça? Bien, pas grand-chose parce que justement, on déborde notre pile. Donc, la pile, il faut être conscient que c'est un endroit qui a une taille finie. Hein? C'est-à-dire qu'on peut mettre un certain nombre d'informations sur la pile et au bout de quelques milliers d'informations, la pile est pleine et ça saute. Bon, normalement, si votre programme est bien fait, cela ne devrait pas arriver. Bon. L'utilisation normale de la pile, maintenant. Alors ici, on a un programme, regardons-le ensemble. C'est un programme qui va prendre un nombre, NB, que je mets égal à 10. J'ai une valeur d'incrément qui est égale à 5. Et j'appelle une petite fonction qui s'appelle afficher incrémentation, qui va recevoir NB, en fait la valeur contenue dans NB, donc 10, et qui va recevoir également incrément. Là, à ce moment-là, on s'en va dans la fonction afficher incrémentation, qui va prendre la valeur 10, justement, qu'on envoie, et la valeur 5, et qui va faire un petit calcul mathématique et afficher un résultat. Bon. Ici, pourquoi est-ce qu'on voit que NB, je l'envoie à NB, que je vois que NB est modifié, mais que quand je suis ici et que j'affiche NB, ça m'affiche 15, mais que là, ça m'affiche 10, on a vu que c'était parce que c'était un passage par valeur. Bon, justement, ce passage par valeur, c'est un passage sur la pile. Alors, on pourrait regarder ce qui se produit ici. Alors, on va le prendre comme par étape. Donc, je reprends ce programme-là et là, on va voir comment ça s'exécute sur la pile. Alors, regardons. Tout d'abord, étape 1. Dans la fonction main, j'ai l'instruction int_nb égale à 10. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, cette instruction-là va aller mettre la valeur 10 sur la pile. Mon pointeur de pile se déplace à la prochaine case pour dire c'est maintenant à cette case-là que vous allez mettre la prochaine valeur. Bon. Alors donc, ici, c'est ça on va regarder comment ça se produit plus en détail. J'ai NB est égal à 10. Le système interroge la mémoire et lui dit « As-tu une case disponible? » Le système lui répond « Oui, j'ai une case, la case 03E8. » 03E8, c'est en hexadécimal. C'est une adresse quelque part dans la mémoire. À ce moment-là, pour le main, il sait maintenant que la variable NB est à l'adresse 03E8. OK. Alors là, il lui dit, on va mettre 10 dans cette variable. Donc, on met 10 dans NB. C'est comme si on mettait 10 dans l'adresse 03E8 et c'est ce qui se produit. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ouais. Parfait. Alors, ici, donc, on vient de mettre une information dans la mémoire et ce que je vous montre, c'est comment le lien se fait avec votre programme. Quand vous dites NB, lui, il trouve une adresse et là, maintenant, pour le programme, la variable NB, elle est à cette adresse-là. Deuxième ligne de mon programme main, de ma fonction main. L'incrément est égal à 5. Même mécanique. Le système demande, le programme demande au système, as-tu une case disponible pour moi? Pour la variable incrément, le système lui dit oui, je peux te donner la case suivante, la 03E7. Alors là, on met notre valeur 5 dedans et notre pointeur de pile passe à la prochaine case. Alors, vous voyez, le pointeur donne toujours la prochaine demande. Qu'est-ce que ça va être? Bon. On continue. On passe à l'étape 3. À l'étape 3,
Je dis afficher incrémentation NB, incrément. Bon. Nous, ici, on utilise un passage de paramètres que j'ai appelé le passage de paramètres par valeur. Bon, quand je vous ai parlé du passage de paramètres par valeur, qu'est-ce que je vous ai dit qu'on envoyait réellement à la fonction? Est-ce qu'on envoie la variable ou est-ce qu'on envoie autre chose? On envoie le contenu de la variable. Oh, oui, tu as tout à fait raison. On envoie son contenu. En fait, je pourrais même dire que nous envoyons une copie de son contenu. Donc, regardons ce qui se passe ici. On voit que je veux envoyer NB et incrément. Mais en fait, je ne veux pas envoyer ma variable NB et incrément. Je veux envoyer une copie du contenu. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je prends le contenu de NB et j'en fais une copie sur la pile. Ah, le 10 est là. Je prends le contenu de incrément, 5, et j'en fais une copie sur la pile. Alors donc, à ce moment-là, le système, lui, quand il utilise afficher incrémentation, il utilise ces deux valeurs-là. Alors, on le voit bien, hein, c'est pas même si c'est la même valeur que NB, cette valeur n'est pas dans la même case. Vous voyez, on a deux variables NB, une dans le main, une dans afficher incrémentation, mais les deux sont à des cases mémoire différentes. Donc, qu'est-ce qui se produit par la suite? Et c'est la même chose que je viens de dire pour incrémentation. J'ai deux variables incrément, une dans le main, où elle est à l'adresse 03E7, et une dans afficher incrémentation, où elle est à l'adresse 03E5. J'en tombe à l'étape 4. Afficher incrémentation. Dans la fonction afficher incrémentation, j'ai une instruction NB plus égale incrément. Alors, reprenons. On avait NB qui vaut 10, incrément qui vaut 5. Et là, on me dit, tu fais ce qu'il y a dans NB plus égale incrément. Donc, mon NB qui valait 10 vaut maintenant 15. Mais on voit que c'est le NB qui est dans la fonction afficher incrémentation et non pas le NB qui est dans la fonction main. Donc, quand ici, j'affiche le console.writeLine, afficher incrémentation 2.NB, j'affiche 15 parce que j'affiche la valeur du NB qui est dans afficher incrémentation, qui est à l'adresse 03E6 et ça vaut 15. Je reviens ensuite dans le main. Et là, je dis console.writeLine, main 2.NB. Bon, alors là, regardons ce qui s'est produit. Quand ma fonction afficher incrémentation se termine, le système dit afficher incrémentation est terminée. Elle n'a donc plus besoin de la mémoire qui était là avant. Donc, on voit que le pointeur de pile est retombé à 03E6 et que la mémoire précédente n'est plus accessible. Bon. Alors ici, donc, on voit, c'est ça le principe de la pile. Ça montre qu'on appelle des fonctions et qu'on ajoute des variables. Et ça diminue quand ces fonctions se terminent. Alors, je suis revenu ici, console.writeLine, le main. Je travaille donc avec cette zone-là ici de mémoire. Là, on me dit, affiche la valeur de NB. La valeur de NB, c'est 10. Alors, on a fait 4 constats ici. Premier constat. Les variables sont allouées sur la pile dans l'ordre de la déclaration. C'est-à-dire que la première variable que j'alloue, c'est celle qui va être tout en bas de la pile. Et la seconde va être juste au-dessus. Et ainsi de suite. On voit que
les cases mémoire, donc, sont allouées dans l'ordre inverse, quelque part. Hein? Quand on va du dessus, on voit que celle qu'on voit au-dessus de la pile, c'est la dernière allouée. L'allocation des cases mémoire sur la file se fait à partir du bas de la pile vers le haut de la pile. On voit que les cases mémoire liées aux variables de type valeur contiennent la valeur de l'information. Là, ici, je viens d'introduire une notion. Variable de type valeur. Bon, une variable de type valeur en informatique, c'est une variable où, quand je mets ici dans la case, je vais mettre directement la valeur. Pour l'instant, nous, on a surtout travaillé avec des types valeurs. Nos int, nos float, nos char, nos bool, ce sont des valeurs. Ce que j'ai ici, dans la case mémoire de ma pile, c'est directement la valeur que j'ai placée dans la variable. Bon, on verra qu'il y a un autre type de variable plus tard qu'on appellera les variables de type référence. Bon. Alors donc, les variables de type valeur contiennent la valeur de l'information liée à la variable. Lorsqu'une fonction se termine, la mémoire occupée par ces variables redevient disponible pour de nouvelles allocations de mes variables. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions là-dessus. OK. Alors, ce que je veux vous retenir, c'est que la pile, c'est donc la mémoire de travail de base de l'ordinateur. C'est là-dessus que vont se jouer les appels de fonctions. C'est là-dessus que vont se jouer le passage des paramètres. C'est là-dessus également que quand vous décrivez, par exemple, une instruction quelconque du style, une déclaration de variable, quand vous écrivez int nb égale 10, en fait, le int nb va réserver une case mémoire sur la pile, nécessairement. Bon. Le fait de réserver une case mémoire, ici, comme c'est un entier, on va voir que c'est ce qu'on appellera un type valeur, ça va faire en sorte que la valeur que je vais attribuer à cet entier va se retrouver directement dans la case. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Bon. Maintenant qu'on a vu que l'utilisation de la pile, maintenant, on va aller voir l'utilisation du tas. Bon, l'utilisation du tas, on va regarder que vous vous demandez, est-ce que j'ai déjà utilisé ça, le tas? En fait, je peux vous dire que vous l'avez déjà utilisé sans le savoir. Le tas est utilisé pour ce qu'on appellera les valeurs de type référence. Bon, qu'est-ce qu'une variable de type référence? Bien, on va aller voir ça. Bon. Le tas, c'est... Bon, la pile en elle-même, on a vu, on était capable de la représenter comme une espèce d'empilade de cases mémoire. Et aussi, une empilade qui a une taille très limitée. C'est-à-dire que si je veux faire planter le système, c'est facile. J'ai juste à demander, à mal programmer, puis à demander trop de cases sur ma pile. Ça va faire planter tout ça. Le tas, lui, est gigantesque. En fait, sur nos ordinateurs actuels, quand on nous dit on a des ordinateurs avec 16 GB de mémoire ou 32 GB de mémoire, c'est une quantité de mémoire phénoménale, beaucoup plus que la plupart des programmes en auraient réellement besoin. Donc, ce qui est produit, c'est que quand un programme demande au système d'exploitation de s'exécuter, hein, quand vous dites « exécute-moi tel programme », finalement, Windows intervient si vous êtes sur Windows, macOS intervient si vous êtes sur Mac, et pour allouer au programme qui démarre son exécution un ensemble de mémoire qu'il va diviser entre la pile et le tas. Le tas, c'est le gros morceau. Bon. Alors,
c'est pour ça qu'on le représente un peu ici comme une espèce de nuage. Là, c'est assez immense. Là. Bon. Et c'est là-dedans qu'on va entreposer les variables de type référence. Les variables de type référence sont des variables dont la taille de l'information est souvent très importante ou complexe. Bon. On va regarder ici un exemple et je vais vous montrer que vous avez déjà utilisé le temps. Vous avez utilisé le temps dans le laboratoire 8, lorsqu'on a utilisé le générateur de nombres aléatoires. Le générateur de nombres aléatoires, le random, c'est un composant logiciel. Quand je parle d'un composant logiciel, je vais souvent faire affaire à un type référence. Alors, regardons ce qui se produit. Ici, le main en tant que tel va utiliser simultanément les deux segments de la mémoire, autant la pile que le temps. On va voir de quelle façon. Alors, ici, on voit qu'on a tout d'abord int nb est égal à 10. Int nb égale à 10, tout à l'heure, ça disait, je vais aller réserver une variable sur la pile, une variable qui est de type, un type valeur, donc un int, c'est un type valeur, et je vais aller mettre 10 dans cette case-là. Et là, soudainement, vous avez random générateur. Générateur, bon, random, en fait, random, on va voir que c'est pas, contrairement au int, ce n'est pas un type valeur, c'est un type référence. C'est-à-dire qu'un générateur aléatoire, ce n'est pas petit, c'est quelque chose qui est très gros. Alors, on ne va pas l'entreposer réellement sur la pile. On va faire, en fait, ce qu'on va mettre sur la pile, c'est un lien vers le générateur qui, lui, va être sur le temps. On va aller regarder ça tout de suite. Et après ça, on va voir que, bon, ben là, je fais des choses là-dessus. On va essayer d'expliquer étape par étape ce qui va se produire dans ce petit programme. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors ici, je ne manipule plus uniquement que la pile, je manipule la pile ici et le temps ici. Alors, regardons ce qui se produit. Première étape, on commence par l'allocation de la variable NB et son affectation de la valeur 10. Donc, mon programme demande au système, as-tu une case mémoire de disponible? Oui. Pour la variable NB, ça va être la case 0E38, ici. Et là, le programme va mettre la valeur 10 dans la case 0E38. Tout va bien. Bon. Pour l'instant, c'est comme ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Deuxième instruction. La déclaration de la variable générateur. On dit que ça entraîne, bon ici, random générateur, c'est une déclaration de variable. Et là, toute déclaration de variable entraîne la création d'une case sur la pile. Alors là, c'est ma variable générateur. Je lui dis, as-tu une case de disponible? Oui, la case 03E7. Mais on a vu que random générateur, ça déclarait qu'on allait utiliser un générateur aléatoire, un random, mais ça ne le créait pas. En fait, regardez ici, j'ai symbolisé ça par un X. Le X, on va voir qu'on utilise ça pour dire cette case-là va contenir un lien vers le temps. Mais pour l'instant, comme c'est un X, ça n'en contient rien. Alors ici, ce qu'on dit, random générateur, ça a juste réservé une case sur la pile. Mais pour l'instant, est-ce que j'ai un générateur? Pas du tout. Le générateur, regardez, il arrive à l'instruction suivante. On va aller voir ce qui se produit. Alors, dans l'instruction suivante, je dis générateur est égal à new random. Bon, le mot new, là, il faut que dans votre tête, vous l'associez à la création de quelque chose sur le temps. En fait, ce que je viens de vous dire,
n'est pas, il y a une utilisation du mot new qui voudrait dire autre chose, mais pour nous, pour l'instant, quand vous entendez new quelque chose, ça vous dit, oh, j'ai besoin de créer un espace sur le temps. Ici, ça dit new random. Ça veut dire, va me créer un générateur aléatoire, donc ce composant logiciel qui est assez gros, va l'entreposer sur le temps. Alors donc, le new random, ce que ça fait, ça crée quelque chose sur le temps. Alors là, ça se peut que ça prenne des dizaines, des centaines de cases mémoire, ce que je viens de faire. En fait, ça va habituellement prendre plusieurs dizaines de cases au minimum et des fois jusqu'à plusieurs milliers ou centaines de milliers de cases mémoire sur le temps. C'est la première chose qu'on a. Oui, monsieur, vous avez une question? Oh, j'entends pas. Elle va juste le retourner. T'as-tu enlevé les étiquettes? Bon, il y a quelqu'un qui devrait éteindre son micro. Moi, je sais, elle le sait. Bon, OK. Bon, alors reprenons. Ici, on a donc créé avec New Random le générateur et on l'a mis sur le temps. Alors donc, ça peut être pris plusieurs centaines de cases mémoire sur le temps. Ensuite, je dis New Random égale générateur. En fait, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est l'adresse où se trouve le générateur dans la mémoire de l'ordinateur, dans le temps. Alors, vous voyez ici, si je ne mets pas sur ma pile la valeur de la variable, je dis l'endroit où se trouve ma variable. Bon. Alors, regardons. Donc, on voit que ma pile, pour l'instant, elle contient la valeur de NB et elle contient également l'endroit où se trouve le générateur, l'adresse du générateur. Et ça, nous appellerons ça une référence. Alors, c'est pour ça qu'on va parler de type valeur et de type référence. Un type valeur, sa valeur est directement sur la pile. Un type référence, sa valeur est sur le temps et ce qu'on trouve sur la pile, c'est l'adresse de cette valeur. Donc, sur le temps, une valeur de type référence se présente comme une adresse, une case mémoire. Alors, regardons ce que ça nous dit. On continue. Ici, on a la variable incrément. Tout d'abord, on va décomposer ici. Il se passe trois choses dans cette instruction. INT incrément, bien, ça dit au système, je dois créer une nouvelle variable. Elle s'appelle incrément. Est-ce qu'il y a une case disponible? Il me répond oui, la 03E6. Première étape. Deuxième étape. J'ai un composant logiciel de type random que j'ai appelé générateur. Ce composant logiciel a une fonctionnalité. Une fonctionnalité d'un composant logiciel, on appelle ça une méthode. C'est un terme que vous utiliserez beaucoup à la prochaine session. Bon, parce qu'à la prochaine session, vous allez apprendre à écrire justement des composants logiciels de cette nature. Donc, ici, on nous dit, j'appelle la méthode next et je lui envoie les valeurs 0, 100, et je lui dis next de 0 à 1000 ici. Ce qui veut dire, génère-moi un nombre entre 0 et 1000. Et on sait que le 1000 est non inclus. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous retourner une valeur qui a été générée par
le générateur aléatoire. Donc, on dit au générateur aléatoire, donne-moi une valeur entre 0 et 1000. Et moi, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais symboliser que par hasard, il nous a ramené la valeur 148, mettons. Et en fait, pas 148, il nous a ramené 147 et moi, j'ai ajouté 1 ici. Ça va? Finalement, donc, reprenons cette ligne-là, ce qu'elle a fait. 3 choses. Première chose, on a créé la variable incrément. Deuxième chose, on a fait appel à générateur, point next 0 à 1000. Après ça, on a ajouté 1 à cette valeur qui nous a été retournée et on l'a entreposé à cet endroit-là. Finalement, on arrive à la dernière étape. NB plus égal incrément. Je prends donc le contenu de la variable 0,3E8. Je lui ajoute le contenu de la variable 0,3E6, 146. Donc, 10 plus 148, j'obtiens 158. Et à la fin, c'est ce que je vais afficher. Alors, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que sur la pile, ce que je me suis retrouvé à avoir, ce n'est pas le générateur aléatoire, c'est la position du générateur aléatoire dans la mémoire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de vous présenter? Là, je vais arriver donc à la dernière étape de l'exécution du programme. À un moment donné, le main se termine. Alors, évidemment, quand il se termine, le main, qu'est-ce qui se produit? Bien, les différentes adresses de ma mémoire vont se libérer. C'est-à-dire que la pile va se libérer. Par contre, le composant logiciel, lui, existe toujours sur le top. Il existe toujours, mais il n'est plus lié à ma mémoire, à ma pile. Il n'est plus en lien avec la pile. Alors, ce que ça va faire en sorte, c'est que dans les secondes qui vont suivre, l'ordinateur va faire le ménage de la mémoire, il va faire le ménage du top, et il va détruire cet élément-là. Mais ça, on le verra mieux à la prochaine session. Bon. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? Bon. Alors, on va regarder un dernier document. Rapidement. Ce document essaie de vous parler justement des types valeurs et des types références. Bon. Alors, ce qu'on y retrouve, on vous parle du type valeur, par exemple ici. Un type valeur, ça peut être quoi? Un int, un float, un bool, un char, un double, tous les types qu'on appelle des types relativement simples, où l'information a l'air d'être liée directement au contenu. Un entier, vous ne vous demandez pas combien il y a d'informations dans un entier. Il n'y a qu'un entier. Bon. Alors donc, les types valeurs sont directement entreposés sur la pile. Un type référence, bien, on a vu le random. Le random, on voit que ce qui est entreposé sur la pile, ce n'est pas le composant logiciel, mais l'endroit où il se trouve, ce composant logiciel. Alors, ici, il faut bien comprendre que ce qu'on va mettre sur le tas, c'est toute utilisation de quelque chose qui est plus grand, qui est grand, qui prend de la place. Et qu'est-ce qu'on a vu dernièrement qui prend beaucoup de place? Eh bien, ce sont les tableaux. Alors,
on va aller regarder à nouveau notre notion de tableau, mais en tenant compte de ce qu'on vient de voir. Alors, revenons à nos tableaux. Bon. Alors, je reprends donc ici mon document sur les tableaux qu'on a entrepris la semaine dernière. Regardons un petit peu la symbolique. Alors là, c'est ici qu'il faut la comprendre. Là, je vais vous poser des questions, puis je vais vous demander d'essayer d'y répondre le mieux possible en fonction de ce qu'on vient de voir. Quand j'écris INT, crochet, crochet, nombre, qu'est-ce que ça fait selon vous? En mémoire. Qu'est-ce qui se produit dans la mémoire? Ben, on vient de créer une variable qui va contenir le tableau. Elle va contenir le tableau? Premièrement, OK. La variable nombre, est-ce qu'elle est sur la pile ou elle est sur le temps? Allez tout le monde, on se force un petit peu là. Une déclaration de variable, ça se fait sur la pile ou ça se fait sur le temps? Je vais essayer la pile. Tu auras raison. Une déclaration de variable se fait toujours sur la pile. Quand on déclare une variable, quand on donne un nom à une variable, ici nombre, c'est sur la pile. Si je regarde tout à l'heure ce que j'avais, quand je dis random générateur, je sais que le générateur, quand je vais le créer, le générateur va être sur le top. Mais la variable générateur, regardez où elle est. Elle est sur la pile. Elle est là, la variable générateur. C'est la même chose avec un tableau. En fait, c'est la même chose avec toutes les variables que vous allez créer. Quand vous donnez un nom à une variable par une déclaration, vous dites, je prends un morceau de la pile et ce morceau-là va être associé à ce nom-là. Alors ça, il faut que ça soit clair. Par contre, évidemment, est-ce que, là, je vais vous poser une deuxième question, est-ce que ça, c'est un type valeur ou est-ce que c'est un type référence? Valeur. Pourquoi tu dis que c'est un type valeur? À cause du mot int? Ouais. Bon, écoute, tu aurais raison. S'il n'y avait pas les crochets, là, ici, tu aurais 100% raison. Parce que si c'était un int pur, ça serait un type valeur. Mais c'est int crochet crochet. Ça veut dire tableau de int. Un tableau de int, eh bien, ça devient un type référence. Pourquoi? Parce qu'un tableau, c'est trop gros pour qu'on mette ça sur la pile. La plupart du temps, en C#, les tableaux ne sont pas entreposés sur la pile parce qu'ils prennent trop de place. Alors, on les met sur le top. Donc, nombre, c'est une variable qui va être sur la pile, mais tableau de nombre, tableau de int, ça va être donc entreposé sur le top. Alors, regardons ce qui se produit. Quand je dis nombre est égal à new, int crochet, nombre d'éléments crochet ou nombre d'éléments vaut 10, ça dit va me créer un tableau de 10 éléments, de 10 int. Mais comme vous voyez le mot new, ça doit vous donner tout de suite l'indication j'ai le mot new, ça veut certainement dire que je m'en vais sur le top. Mettons que vous auriez raison pas à 100%, mais la plupart du temps, quand on a le mot new, on s'en va sur le top. Et ici, c'est
comme c'est un tableau de int, mais c'est certain qu'on s'en va sur le temps. Donc, nombre ici nous dit, en fait, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que je vais avoir dans la variable nombre dans ce cas-là? Personne ne le sait? Le tableau? Non. OK. On va passer je vais justement aller au tableau, à mon tableau noir à moi, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui vient de se produire. OK? Alors, on va reprendre ici notre histoire de tas et tout ça. Je vais garder ma pile. Bon. Ma pile en elle-même. Donc, je vais mettre 3 zones à mon tableau. Alors, attendez, je me cherche de la craie. Là, voilà. Bon, OK. Alors, j'ai ma pile ici. Ma pile, bon, ici, j'ai simplifié ma pile. Au lieu de mettre des adresses spéciales, je vais remettre des adresses plus standards. OK? Alors, donc, on va mettre des adresses plus standards et plutôt comment elles sont elles-mêmes. Bon. Alors, mettons que je pourrais dire, tenez, ça ne me dérange pas. Je vais utiliser les mêmes adresses que dans mon document. Alors, OK. Bon, la première case, ça va être l'adresse. Attends, je ne vais pas dire de bêtises, je vais prendre les mêmes. 0, 3, 8. OK. Alors, bon, 0, 3, 8. 0, 3, 7. 0, 3, 6. Bon, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Bon, ici, l'adresse en tant que telle a peu d'importance. Vous n'avez pas à vous casser la tête. J'aurais pu mettre 1000, 999, 998, ça ne change rien. L'adresse a 0 importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on va avoir un segment très limité de la mémoire qui s'appellera la pile et que le système va l'utiliser. OK. Et là, on tombe dans l'instruction. On va tomber, je dis, je dois créer la variable nombre. La variable nombre sera un tableau de int. Qu'est-ce qui se produit? Bien, le main, en lui-même, quand il s'exécute, quand une fonction s'exécute, la fonction développe ce qu'on pourrait appeler un système qui lui permet d'associer les variables qu'il utilise, les noms de variables qu'il utilise, à des cases de la mémoire. Bon. Alors ici, on a la variable nombre. La variable nombre sera un tableau d'entier. Mais pour l'instant, c'est d'abord une variable. C'est une variable et il demande au système, le main demande au système, hey, as-tu une case de libre? Oui. Prends la case 0, 3, 8. Ça veut dire que cette case-là sera associée à mon tableau de nombre. Mais là, je vous pose une question, messieurs. Que contient maintenant, après la déclaration de la variable, quand j'ai juste écrit int, crochet ouvert, crochet fermé, espace, nombre, point virgule, qu'est-ce que contient ma case mémoire? Rien? No? En fait, rien, c'est une bonne notion. Je vais le symboliser par X. Pourquoi?
Parce que ici, ce que je vais avoir éventuellement, c'est un lien vers le segment de la mémoire qu'on appelle le temps. C'est-à-dire la grosse partie de la mémoire où mon tableau va éventuellement exister. Pour l'instant, quand j'ai juste INT, crochet, alors si j'écris juste ça, là, INT, crochet, crochet, nombre, il faut que vous compreniez que ça n'a pas créé de tableau. Ça a juste dit au système, hey, je vais avoir un tableau, j'ai besoin d'une case sur la pile pour pouvoir y accéder. Bon. Ensuite, bien là, on va avoir l'instruction nombre égale new int, et là, je vais marquer directement une valeur, new int 10. Ça fait quoi ça, messieurs? Il y a deux choses qui se produisent ici. La première, c'est L. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est produit à cet endroit-là, messieurs? Allez! Allocation de 10 cases de mémoire? Oui, c'est-à-dire, moi, là, je vous dis, ça va créer le tableau. C'est ça, là. C'est à ce moment-là qu'il y a la création du tableau. C'est-à-dire que dans un segment de la mémoire, là, quelque part, là, alors là, je vais l'appeler le tas. Alors, le tas, c'est un immense paquet de cases mémoire. À un moment donné, ben tiens, on vient de créer un tableau de 10 cases. Hey, je tombe sur le bon ordre. Bon, je viens de me créer le tableau de 10 cases. Et lui, il sait, mettons, que la mémoire, que la case mémoire va être à une adresse particulière. Lui, c'est pas n'importe quelle, c'est la première. Alors, on va lui donner une adresse. Mettons, je vais prendre la même que dans votre document. FC4. Ça n'a aucune importance. Je vais mettre ABCD là. Mais on va dire que c'est elle. Alors, il sait qu'il a créé le tableau à cet endroit-là. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire le lien en cette case-là, qui est le tableau nombre, et cette case-là, qui est le début du tableau, pour vrai. Le véritable tableau. Parce que nombre, c'est juste le lien vers le tableau. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici, messieurs, maintenant? Qu'est-ce que je vais avoir? C'est une facile, celle-là. Nombre. Ici, c'est ça que je vais mettre. Je vais mettre nombre ici. FFC4. Voilà. Je vais mettre FFC4 pour être capable, justement, d'avoir ce lien. Ben, parce que le lien, il n'existe pas. C'est juste un signe que j'ai fait au tableau. Le seul lien possible, c'est de dire, ah, ça, c'est l'adresse où se trouve mon tableau. Donc, quand je vais chercher le tableau nombre, je vais aller voir à l'adresse FFC4 et je vais trouver mon tableau nombre. Est-ce que ça va ou c'est vraiment nébuleux encore? Posez des questions, parce que si vous ne posez pas de questions, je ne peux pas y répondre. Aucune question. OK, on va poursuivre. Oups. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, vous ne voyez pas grand-chose quand je fais ça. Pas grave. Bon. OK. OK. Bon. Alors,
Je suis bien revenu. Integrate. Parfait. Bon. OK. Alors, messieurs, on regarde maintenant un peu ce qui s'est passé ici. Regardons. C'est un peu ce que j'ai symbolisé. On a tout d'abord créé la case mémoire nombre. On a maintenant alloué le tableau. Et après ça, ben, je peux utiliser mon tableau. Ce qui est important, en C#, un tableau, c'est donc quelque chose qui se crée sur le temps. Ce que je viens de dire n'est pas vrai dans tous les langages. Vous allez possiblement faire des langages où il est possible de créer un tableau sur la pile. Bon, ça se peut. Mais en C# ou dans beaucoup de langages modernes, justement, on va travailler avec des références pour les tableaux. Alors, c'est important de bien comprendre les deux étapes qu'il y a ici. Quand on parle de tableau, il y a la déclaration du tableau. C'est important que vous compreniez qu'il n'y a pas encore de tableau. On a juste préparé l'existence du tableau. On a juste dit, je vais avoir une variable nombre qui va me permettre d'accéder à un tableau que je vais créer plus tard. Et ici, on a deux choses. On a l'allocation du tableau. Alors, l'allocation du tableau, c'est ce qui va réellement créer le tableau dans la mémoire. Et ça, cette opération-là me ramène une adresse, me ramène une référence vers un tableau. Et là, je prends cette référence-là et je l'associe à mon tableau nombre. Et ça, à partir de ce moment-là, quand je vais vouloir, ça va me permettre que quand je vais vouloir accéder à mon tableau de nombre, à mon tableau ici de hit, je vais passer par nombre. Alors, lui, l'ordinateur, quand j'écris nombre, compteur, crochet, compteur nombre, crochet, bien, il comprend que je fais que nombre, on parle du tableau qui est lié au nombre. Bon. Pour finir aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble un exercice. Et vous allez le faire, vous aurez quelques minutes pour le faire, puis on va avoir quelques minutes pour le corriger. Bon. Vous voyez ici, dans les exercices, je ne sais pas si vous avez commencé ces exercices-là, mais on a une série d'exercices que j'ai préparés sur les tableaux. Alors, j'aimerais on va faire ensemble la codification d'un algorithme qui devra établir la somme des éléments d'un tableau qui aura été initialisé à la déclaration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, on va voir qu'on a plusieurs moyens de créer un tableau. Et là, on va en voir un très simple. Bon. Comment on va le faire finalement? Bien, regardons. Qu'est-ce mis là? Voilà, ici. On a dans le document sur les tableaux, on a ce qu'on appelle initialisation d'un tableau à la déclaration. Par exemple, je voudrais mettre les valeurs d'un tableau. Ici, on a une façon de faire les choses où je peux dire INT crochet un tableau, ça ne crée pas de tableau, mais ça annonce que je vais en utiliser un. Et là, je dis new INT crochet élément, ça va créer mon tableau de 5 cases. Et je vais pouvoir lui associer ceci, dire, bien ça, c'est la case 0, valeur 45, 85, 12, 38, 17. Alors, imaginons qu'on ait ce programme-là. Je vais repasser à l'écran.
Alors là, on va mettre de côté pour l'instant les histoires de piles et de tas. Alors moi, je vais avoir ici une déclaration. Mettons, on va écrire ça. On est dans le main. Statique. Void. Main. À l'intérieur de ça, je vais simplement me déclarer rapidement un tableau. INT, crochet fermé, crochet nombre. Et là, écoutez, je vais faire ça sur la même ligne, parce que j'ai le droit de le faire, est égal à new INT, crochet 5, est égal, enfin, c'est pas est égal, c'est pas vrai, accolade. Alors, mettons que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Point virgule. Qu'est-ce que ça fait selon vous? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Allez, messieurs. Qu'est-ce Ça que crée fait un tout tableau. ça? Ça crée un tableau de 5 cases avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 dedans. Voilà. Il y a 3 choses qui se produisent. Tu as bien résumé, monsieur. Il y a 3 choses qui se produisent. Tout d'abord, ceci. J'annonce au système, je vais avoir un tableau. Ça sera un tableau de int. Mais mon tableau, à ce moment-là, à cette première étape-là, n'est pas créé. Alors, j'ai donc une étape où je vais simplement dire, j'annonce, première étape, ici, j'annonce que je vais avoir un tableau. Deuxième étape, je crée mon tableau. Je crée un tableau de 5 cases, bien important, mais 5 cases, elles sont là. Ici, ça va nécessairement, donc, 5 cases. Et la troisième étape, ici, c'est spécial, on ne fait pas ça tout le temps, vraiment pas, parce que la plupart du temps, on ne sait pas c'est quoi les valeurs du tableau lorsqu'on va le créer. Mais là, ici, c'est un spécial, on a le droit de faire ça aussi, de dire, je vais donner la valeur des cases du tableau ici. Bon, là, ce qui est important quand je fais ça, c'est que si je dis que j'ai 5 cases là, il faut que j'aie 5 valeurs ici. Sinon, il ne va pas être content et il ne va pas accepter de compiler. Donc, ici, je viens de résumer en une ligne la création de la variable qui va me servir de lien avec le tableau. Je résume la deuxième étape, c'est la véritable création du tableau. Donc, la première, c'est une déclaration de variable. La deuxième, la création de mon tableau. La troisième, l'initialisation de mon tableau. Est-ce que ça va, messieurs? Est-ce que c'est assez simple, ça? Oui. Oui. Bon, là, ensemble, mettons qu'on voudrait juste afficher le contenu du tableau. Mettons que je voudrais faire ça. Bien, moi, je suis capable de faire quelque chose du style, bon, ben, for int i est égal à... C'est quoi la première case de mon tableau, messieurs? 0. 0, OK. Alors, je prends mon i à 0. INT i plus petit que... Bon. Là, je veux avoir la plus petit que combien? Si je veux parcourir toutes les cases de mon tableau. 5. On pourrait commencer par 5. Jeudi matin, dans le cours, on va travailler sur des notions un peu plus complexes, ces tableaux.
Alors, on verra que je pourrais me faire autrement que marquer 5. Mais ici, ce qui est important, regardez, c'est l'opérateur plus petit. Plus petit parce que si je vais à plus petit ou égal, je vais tomber à la 6e case de mon tableau qui n'existe pas. Qu'est-ce qui va arriver selon vous si je vais voir une case qui n'existe pas? Erreur. Kaboum! Exactement, une erreur. Bon. Alors non, ici, je suis i plus petit que 5, plus i. Alors, vous comprendrez pourquoi je veux absolument que vous maîtrisiez la boucle for, parce qu'on en a beaucoup besoin avec les tableaux. Regardons maintenant. Là, je veux juste afficher la valeur. Je veux juste faire ça. Et voilà. Donc, ici, le beau petit segment de code, mettons que si je termine ça comme ça, tout le monde va être heureux. Et là, j'ai un beau petit programme qui va m'afficher 1, 2, 3, 4, 5 à l'écran. Bon, ça en fait du stock pour afficher ça. OK. Maintenant, je veux que vous transformiez ça en un programme qui va calculer la somme des valeurs du tableau. Je ne veux pas les afficher, les valeurs du tableau. Je veux afficher la somme des valeurs contenues dans le tableau. Et là, je veux utiliser uniquement une façon itérative de calculer la somme des valeurs de mon tableau. Parce qu'il y aurait d'autres manières de le faire. On va laisser ça pour les prochaines années. Prochaine session. Alors, messieurs, prenez 2-3 minutes. Et là, j'interroge quelqu'un au hasard dans la classe pour qu'il me donne la réponse. Interdiction de vous déconnecter. Alors, trouvez qu'est-ce que je dois écrire maintenant pour calculer la somme des valeurs de mon tableau. OK. Le cours achève. Alors là, il nous faut maintenant passer à une réponse. Alors, Loïc, est-ce que ça te tente de répondre? Tu peux ouvrir ton micro, Loïc. Oui, mais je suis pas sûr. Hein. Mais c'est pas grave. Écoute, c'est pas en s'essayant pas qu'on réussira. Il faut essayer. Dis-toi une chose, si toi, tu n'es pas sûr, il y en a une quinzaine d'autres dans la classe qui ne sont pas sûrs non plus. Alors, vas-y. Tu veux faire la somme. Qu'est-ce que ça te prend au départ? Tu veux faire une somme. Allons-y à la base. C'est quoi la première chose qu'on veut calculer la somme? Quelle est la première chose qu'on fait? Quelle est la première chose qu'on devrait ajouter à notre programme? On veut calculer une somme. Ben, une addition. Avant ça, Une boucle.
Avant ça, La variable? ah oui, il nous faut une variable, hein, il nous faut une somme quelque part. On va commencer par ça. Donc, on va ajouter une somme. OK. Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai la somme. Qu'est-ce que je devrais mettre dedans ma somme au départ? Zéro. Ah, 0. OK. OK. Maintenant, j'ai une somme qui vaut 0. Là, je vais rentrer dans ma boucle, puis quand je vais en sortir, je vais avoir la somme de toutes les valeurs de mon tableau. Qu'est-ce que je vais écrire ici? Somme plus égale nombre entre crochets I. Somme plus égale nombre Entre crochets I. crochet I. Et j'imagine à la fin, console, point, writeline. Ça. Pas incorrect. On va enlever ça. Voilà. Bon. Regardons ce qu'on a. C'est la bonne chose à écrire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À chaque tour de boucle, on va chercher une case du tableau. La case 0 au premier tour de boucle, la case 1 au deuxième, la case 3 au troisième, la case 2 au troisième, la case 3 au quatrième tour et la case 4 au cinquième tour. À chaque fois, je prends le contenu de la case et je l'ajoute à ma somme. Donc, oui, à la fin, je vais avoir fait la somme des éléments de ma boucle. Et si mon tableau contenait 5000 nombres, je mettrais 5000 ici, puis ça serait bien beau. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, messieurs, bon, premièrement, pour le laboratoire 9, j'ai une petite nouvelle pour vous, vous allez être contents. C'est votre dernier laboratoire de la session. Donc, on a décidé, Maxime et moi, je travaille beaucoup avec un prof qui s'appelle Maxime Baraka. Maxime et moi, on a décidé que ce TP-là serait votre dernier et que vous devrez le remettre la semaine prochaine. J'ai donc modifié les dates de remise dans le TP. Il y a une nouvelle version du TP. On va regarder ça jeudi, le TP. Après, on va regarder un petit point de mémoire, un dernier point de matière. Et on va regarder ça. Il nous restera également d'autres points de matière à voir, mais eux, on va les intégrer dans le travail final de la session. C'est-à-dire que, essentiellement, au mois de décembre, vous allez travailler donc sur un gros projet qu'on appelle une production finale d'intégration, où je pense que vous avez fait ça, vous avez ça en maths également, dans d'autres matières. Donc, la production finale d'intégration, ça va être un logiciel. On vous donnera on vous montrera ce que j'ai rédigé. J'ai préparé quelque chose en fin de semaine pour ça. Puis, on aura le temps de regarder ça ensemble. Le mini-test 4. Le mini-test 4 ne sera pas un mini-test sur Moodle traditionnel. Ça va être ce qu'on appelle un take-home. Un amène ça à la maison. C'est un devoir que vous allez avoir un peu plus important qui va devoir être fait dans un temps relativement court que vous ferez à la maison et que vous nous retournerez. Donc, c'est plus, vous allez vous apercevoir que c'est beaucoup plus un mini-test préparatoire pour l'examen final. Bon, l'examen final, on aura le temps d'en reparler. Alors, on se revoit, s'il n'y a pas de questions, on se revoit jeudi matin à 9h50 sur Zoom
Et si une fois Zoom terminé, possiblement que nous irons sur Discord, mais tout d'abord, nous démarrons sur Zoom. Alors, je reste disponible pour encore quelques minutes avec vous. Et après ça, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir, messieurs.